Travailler dans Excel sans structure, c'est un peu perdre son temps. Dans ce module, tu vas voir comment organiser tes données dans Excel via des tableaux structurés pour gagner du temps et éviter les erreurs. Je vais également t'introduire des calculs simples mais indispensables. Sache que tu peux accéder à la formation complète des bases d'Excel en 8 modules totalement gratuits. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. En plus de ça, tu pourras accéder à des fichiers Excel d'entraînement avec correction et à des fiches synthétiques résumant les raccourcis clavier ou les fonctions utiles sur Excel. Allez, c'est parti pour la vidéo. On a appris à manier le grimoire d'Excel avec les onglets, le ruban, les cellules. Mais maintenant, rentrons un peu plus dans le cœur de la magie avec les tableaux. On avait vu tout à l'heure des tableaux classiques, mais il existe aussi les tableaux structurés qui ont quand même pas mal d'avantages par rapport aux tableaux classiques comme celui-ci. L'objectif, ce sera vraiment de donner de la forme et de la structure à nos infos. Et donc, on va voir les différences entre les tableaux classiques et les tableaux structurés. Mais avant toute chose, on va voir ce qu'on n'avait pas encore vu tout à l'heure, tout ce qui est tri et filtre sur nos tableaux. Par exemple, pour les filtres, si tu veux filtrer uniquement sur une catégorie en particulier, par exemple les minéraux, c'est-à-dire que tu ne veux afficher que les minéraux sur ton tableau. Donc pour cela, tu cliques sur une des cellules du tableau, peu importe laquelle, et ensuite sur le ruban, tu vas dans Accueil, et à droite, tu as le menu Édition. Tu cliques sur Trier et filtrer, puis Filtrer. Donc là, tu vois que sur tes en-têtes, tu as des petites flèches à droite qui sont apparues. Automatiquement, j'ai mes filtres qui ont été reconnus sur mes 5 colonnes. Donc je peux désormais appliquer des filtres ou des tris sur chacune de mes colonnes. Donc par exemple, sur la catégorie, donc je clique sur la flèche, j'ai mes 5 catégories qui apparaissent. Donc si je veux filtrer sur les minéraux, donc soit je désélectionne les autres catégories, soit plus rapide, je clique sur sélectionner tout. Sélectionner tout qui me permet de tout sélectionner ou tout désélectionner. Donc là, je vais tout désélectionner comme ici, puis je vais cliquer sur minéral, puis OK. Et là, tu vois que j'ai uniquement mes minéraux qui s'affichent, donc avec les numéros de ligne à gauche qui restent tels quels, hein. Je peux aussi cumuler les filtres, c'est-à-dire que là, j'ai fait mon filtre sur la catégorie. Je peux aussi faire mon filtre sur le produit. Donc là, pareil, je vais cliquer sur sélectionner tout pour tout désélectionner. Puis par exemple, si je veux cliquer sur allez, la poudre d'onyx, de clair de lune et de quartz rose, je clique sur OK et là, j'ai mes filtres qui se sont appliqués également. Pour effacer les filtres, pour rétablir la vue précédente, donc il faut faire gaffe parce que là, par exemple, si je clique sur le menu catégorie, j'ai l'impression que j'ai tout sélectionné, que j'ai qu'une seule catégorie. Mais ça, c'est parce que mes 3 produits qui sont ici sont des minéraux. Donc je n'ai pas d'autre choix de catégorie. Par contre, je peux cliquer sur effacer le filtre ici et même chose, effacer le filtre de produit ici. Donc là, j'aurai bien toutes mes lignes de tableau qui sont affichées. Donc je vais faire un petit CTRL-Z pour revenir en arrière, mais il est également possible de cliquer sur sélectionner tout, puis faire OK pour effacer le filtre. C'est juste que pour cette méthode-là, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas un autre filtre à côté qui fait que eh bien, je n'ai pas toutes mes options d'afficher. Je vais revenir en arrière. Voilà, quand j'avais double filtre, il y a une méthode plus simple pour enlever ces filtres, notamment quand on a plus d'une colonne avec un filtre. On a 2 ou même 3, 4. C'est tout simplement sur le ruban dans Trier et filtrer, on peut effacer un filtre. Je recommande cette option parce que sinon, on a tendance quand même à oublier d'enlever certains filtres, surtout quand on en a appliqué beaucoup. Il existe aussi des filtres un peu plus avancés, comme les filtres textuels. On peut dire, bon, je veux uniquement les filtres qui commencent par poudre, par exemple. Là, si je fais OK, voilà. C'est un peu plus propre que ce qu'on a fait tout à l'heure où j'ai sélectionné à la main les poudres. Je peux aussi faire contient, hein, par exemple. Si je veux tout ce qui est en rapport avec la lune, par exemple, je vais mettre LUN, puis avoir lune, lunaire. Là, je fais OK, et voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi, sachant que là, j'ai fait un filtre textuel avancé en cliquant sur contient, commence par, mais tu peux aussi utiliser la barre de recherche ici, c'est vraiment pratique. Si je mets lune, j'ai directement mes options qui contiennent LUN qui s'affichent. Donc c'est aussi très rapide de faire comme ça. Ensuite, je clique sur OK. Donc on a vu les filtres textuels, mais tu peux aussi faire des filtres sur un nombre, une date. Donc là, par exemple, pour la quantité, il y a l'option de cliquer sur sélectionner tout, puis de cliquer sur toutes les options qui t'intéressent.
Mais sinon, tu as l'option filtre numérique qui te permet de filtrer sur certains nombres en particulier. Par exemple, si tu souhaites avoir les quantités supérieures à 150, tu peux cliquer sur l'option supérieure à. Tu as aussi l'option, bon, bah, si je veux les 10 premiers, c'est-à-dire les 10 produits pour lesquels la quantité est la plus élevée, tu as cette option-là aussi. Par exemple, pour l'option supérieure ou égale à, là, j'ai juste à noter le nombre minimum de quantité. OK. Et voilà, là, tu vois que j'ai uniquement mes produits pour lesquels la quantité est supérieure à 150 qui se sont affichés. Donc pour les filtres, ça c'est OK. Ce qui est vraiment aussi pratique, c'est d'effectuer des tris, par exemple des tris de A à Z sur les produits, pour tout simplement que tes produits soient affichés dans l'ordre alphabétique. On aimerait bien aussi avoir les catégories, regroupées ensemble. Pour cela, bah, pareil, je vais faire un petit tri de A à Z, hein, et là j'ai tous mes artefacts qui sont rangés, ensemble et parmi les produits de ces artefacts, j'ai bien un tri par ordre alphabétique. De même pour les essences, et cetera, et cetera. Donc très pratique d'utiliser des tris au sein même d'un tableau. On a aussi l'option qui existe, hein, ici directement sur le ruban avec, le tri de A à Z, tri de Z à A. On a aussi l'option tri personnalisé. Donc le tri personnalisé permet de trier là, par exemple, par catégorie dans l'ordre de A à Z et on peut aussi ajouter un niveau par produit de A à Z. Donc là, il faut surtout faire attention à l'ordre de tri, c'est-à-dire que là, la première ligne catégorie sera prioritaire. C'est-à-dire qu'en priorité, on voudra que la catégorie soit triée de A à Z. C'est ce que l'on veut, parce qu'on ne veut pas que les artefacts soient éparpillés un peu partout. Donc, déjà, on va trier par catégorie, puis au sein même d'une catégorie, on voudra que ce soit trié par produit de A à Z. Donc, si jamais tu as fait tes filtres, mais tu t'es rendu compte que c'était pas dans le bon ordre, tu peux changer l'ordre ici, avec la petite flèche. Nous, c'est bien la catégorie qu'on veut en prioritaire, donc on clique sur OK. Donc ça revient au même à ce qu'on a fait, hein, de faire le tri de A à Z des produits, puis la catégorie. Donc c'est tout aussi rapide, donc à toi de voir ce que tu préfères. Tu peux également faire des tris sur des nombres, par ordre du plus petit au plus grand, croissant ou décroissant. Il existe aussi d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais un tri par couleur. Donc ça, c'est plutôt dans le cas où tu as des mises en forme conditionnelles au sein même d'un tableau. C'est-à-dire que tu as des couleurs différentes suivant tes valeurs. Donc trier par couleur, ça peut être intéressant. Nous, dans notre cas, on n'a pas de couleur. Trier du plus petit au plus grand, ça peut se faire. Et voilà. Alors, il y a quelques pièges, quelques limites, notamment sur les tableaux classiques. On va voir tout à l'heure avec les tableaux structurés que les risques sont un peu amoindris. Mais en gros, là par exemple, si tu veux créer une nouvelle colonne, allez, une colonne où tu considères que tu vas cocher les produits qui t'intéressent. Ceux-là, ils t'intéressent à retenir. Et maintenant, tu veux trier par catégorie. Ta colonne, à retenir, elle n'a pas changé, elle s'est pas adaptée à ton nouveau tri, tout simplement parce que tu as rajouté la colonne après avoir appliqué les filtres. Là, tu vois que ta petite flèche à droite, elle n'existe pas sur ta colonne F. Donc, ta colonne va pas se retrier en fonction du tri des autres colonnes, malheureusement. Donc ça, c'est un des pièges qui peut engendrer pas mal d'erreurs. Donc pour l'éviter, donc si tu es toujours en tableau classique, il faut penser avant d'effectuer un nouveau tri, de cliquer sur tri à filtrer et recliquer sur filtrer pour enlever les filtres, puis les réappliquer. Quand tu le réappliques, là, il va détecter que ta colonne F est bien à prendre en compte dans le filtre et donc dans le tri. Donc voilà pour tout ce qui est filtre et tri, donc c'est quand même très pratique. Mais pour les tableaux structurés, c'est un peu plus pratique parce qu'il va pouvoir détecter automatiquement tes colonnes. Et en plus de ça, le tableau structuré va te permettre de pouvoir trier et filtrer directement sans avoir besoin de passer par le menu ici. Allez, on va retirer cette colonne-là, on va retirer nos filtres, puis on va créer une autre tableau structuré tout simplement. Donc pour cela, donc, tu te positionnes sur une des cases de ton tableau, peu importe laquelle, puis CTRL plus L sur le clavier. Donc là, il te détecte automatiquement ton tableau qui commence à la ligne 2 et qui finit à la ligne 99. Donc là, tu vois les pointillés pour bien voir qu'il a bien sélectionné le tableau en entier. La première ligne de ce tableau-là correspond aux en-têtes. Donc tu as bien coché mon tableau comporte des en-têtes. OK. Et là, ton tableau structuré, il est créé. Tu as même une mise en forme de proposé. Et là, on va voir tous les avantages du tableau structuré. Donc déjà, il y a une mise en forme automatique, mais il y a également un ajout de colonnes automatiques. Par exemple, si tu veux créer une colonne où justement bah, tu sélectionnes les produits qui t'intéressent,
et ben, tu vois que mon tableau se met à jour automatiquement, en m'ajoutant même un nom de colonne que je peux évidemment renommer. Hop, hop. Et donc là, on a un double avantage. Mes filtres étaient directement présents sur mon tableau. Et en plus de ça, quand je rajoute une colonne, mon tableau se met à jour automatiquement. Donc ça m'évite les erreurs qu'on a vues tout à l'heure. Donc quand je vais trier ma catégorie, ma colonne F va bien se mettre à jour. Attention quand même, mon tableau va pas se mettre à jour si je complète par exemple la colonne H. Pourquoi? Bah parce que si on veut ajouter une colonne, il faut que celle-ci soit juste après la dernière colonne existante de ton tableau. Sinon ça va pas fonctionner. Alors, et si on veut rajouter une ligne, c'est la même chose, hein. Tu peux très bien créer une nouvelle ligne et ton tableau va se mettre à jour automatiquement. Par exemple, si on veut rajouter un grimoire magique, donc tu vois que ton tableau il s'est mis à jour automatiquement. Ça, on peut le voir parce que la mise en forme s'est appliquée et notamment dans le coin du bas à droite, tu as ce petit signe-là qui te signifie que ton tableau s'arrête bien à la ligne 100. Donc, je peux compléter aussi mes autres colonnes, artefacts. Donc là, c'est vrai que j'ai même pas besoin de le compléter en entier, hein. Juste en commençant à écrire artefact, en mettant le A, il me détecte déjà le nom artefact. Donc j'ai juste à appuyer sur entrée pour qu'il finisse de me l'écrire. La quantité, le prix unitaire, le poids unitaire. Donc attention aussi pour les lignes, c'est pareil, hein. Si tu complètes la ligne 102 et pas 101, c'est-à-dire que tu sautes une ligne, ben, il va pas réadapter ton tableau. Il faut faire gaffe avec ça et la mise en forme aide bien à savoir si les nouvelles données apparaissent bien dans ton tableau ou pas. Un autre piège typique, c'est en faisant par exemple un copier-coller de ta ligne en entier, par exemple celle-ci, si tu veux la rajouter ici en ligne 101. Ah, bah là ma mise en forme elle s'est pas décalée parce que les copier-coller de lignes entières ne fonctionnent pas très bien dans ces cas-là pour réadapter le tableau. Il vaut mieux que ce soit les colonnes exactes du tableau qui soient copier-collées. C'est-à-dire que je m'arrête à la colonne F. Et donc là, mon copier-coller, il va bien fonctionner dans le sens où bah, j'aurai bien mon tableau qui se réajuste. Donc si jamais tu te rends compte que tu as ajouté des infos qui ne se sont pas mis à jour dans le tableau, c'est-à-dire que ton tableau s'est pas réadapté automatiquement, tu peux quand même t'en sortir en allant dans création de tableau. Donc pour cela, il faut quand même que tu sois sur ton tableau au préalable, hein. Si tu es à l'extérieur, tu n'as pas l'onglet création de tableau qui apparaît. Donc à l'intérieur du tableau, tu vas dans création de tableau, puis tu peux redimensionner le tableau. Donc c'est à ce moment-là où tu peux dire que tu t'arrêtes à la ligne 105. Là, je mets OK. Et là, tu vois directement par la mise en forme que ton tableau s'est redimensionné. Donc là, tu vois tous les avantages du tableau structuré, mais ce ne sont pas les seuls avantages. On va voir par la suite qu'il y en a d'autres. Donc, via le tableau structuré, Excel reconnaît automatiquement les en-têtes, les colonnes, les lignes, et donc applique une mise en forme. Alors qu'un tableau classique, c'est uniquement des données qui sont posées sans intelligence particulière. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir faire des formules qui font appel directement au nom de colonne. Donc par exemple, si tu veux calculer le prix total des produits, tu vas aller ici, égale quantité fois prix unitaire. Donc là, tu vois que directement, ça fait appel au nom de colonne, avec un arrobase et des crochets de part et d'autre. Donc ça, c'est vrai que ça renforce la lisibilité de tes formules. Plutôt que d'avoir C3 fois D3, tu sais automatiquement de quoi tu parles. Et là, en plus de ça, si j'appuie sur Entrée, j'ai toute ma colonne qui se complète automatiquement. Donc là, si je vais sur ma formule, donc j'ai bien ma quantité, mon prix unitaire de mon produit associé qui apparaît. Donc c'est à la fois plus lisible et en plus de ça, j'ai pas besoin de faire un copier-coller ou d'étirer la formule pour appliquer la formule sur toute ma colonne. Alors, si jamais tu veux revenir en arrière, finalement, tu veux rester sur un tableau classique, il peut y avoir des cas de figure où les tableaux classiques suffisent. Donc tu peux aller dans Création de tableau et tu as l'option Convertir en plage qui apparaît. En appuyant dessus, oui. Là, j'ai mes filtres qui disparaissent. Et là, j'ai aussi ma formule. On voit à quoi elle correspond maintenant. Elle fait plus appel aux en-têtes, mais directement aux valeurs des cellules. J'ai encore ma mise en forme qui apparaît. Si je veux l'effacer, j'ai plusieurs méthodes. Moi, j'aime bien faire d'utiliser une des cases où j'ai rien dessus. Je clique sur reproduire la mise en forme. Et ensuite, je sélectionne tout en cliquant en haut à gauche sur la petite flèche ici. Donc ça, c'est juste au cas où tu veux enlever ton tableau structuré. Je vais faire CTRL Z parce que moi, je veux le garder.
Et c'est vrai qu'on n'a pas fait le principal, à savoir de nommer notre tableau. Parce que là, actuellement, il s'appelle tableau 2. C'est pas trop parlant. Autant avoir un nom qui a un sens directement. Donc on va le nommer par exemple stock. Ça, ce sera d'autant plus parlant quand tu vas faire appel à ce tableau dans peut-être d'autres tableaux ou d'autres onglets. Et à la place d'avoir tableau 2 décrit, tu auras stock décrit, qui sera d'autant plus parlant. De la même façon que tes noms de colonnes doivent être parlants, le nom de ton tableau doit être parlant également. On a vu comment redimensionner le tableau si besoin, mais on n'a pas encore vu les différents styles de tableau à droite. Ça te permet tout simplement de changer ton style de tableau. Donc là, si tu cliques sur la flèche ici, il t'en propose un peu plus. Tu as le style sans rien dedans, mais tu en as aussi beaucoup d'autres. Ça peut être intéressant aussi de le modifier. Donc voilà, là tu peux choisir totalement ton style de tableau préféré, mais tu peux aussi créer ton propre style de tableau en cliquant ici sur Nouveau style de tableau. Ça te permet donc, si les styles proposés ne te conviennent pas forcément, tu peux créer ton propre style. Donc par exemple, pour le tableau entier, je clique sur Format. Donc là, tu peux dire quelle police tu veux. Donc là, je ne veux pas changer la police. Par contre, je vais ajouter des bordures. Donc là, je clique sur Intérieur et Contour parce que je veux qu'il y ait des bordures de partout sur mon tableau. Donc là, j'aurais pu aussi choisir la couleur. C'est pas forcément en noir si je veux que ce soit en gris. Et le remplissage, par contre, je veux aucune couleur. Donc là, je clique sur OK. Je peux avoir des mises en forme particulières suivant si c'est une première rangée de colonnes, une deuxième rangée de colonnes. C'est la même chose pour les lignes. Moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être de mettre une mise en forme quand même pour l'entête. Donc, je sélectionne ligne d'entête, puis format. On va mettre quand même une bordure. Donc, si jamais vous voulez désélectionner des bordures, vous pouvez cliquer aussi ici, hein, sur les bordures directement, ça on enlève certaines. Et recliquer dessus permet aussi de les refaire apparaître. Appuyer sur contour ou intérieur permet de gagner du temps. Et en remplissage, par contre, je veux une couleur, par exemple, soit en bleu. OK. Là, je clique sur OK. Donc là, j'ai ma mise en forme personnalisée. On va voir maintenant toutes les fonctions de base d'Excel qui sont vraiment utiles pour les tableaux. Donc on a déjà la run de fusion qui va rassembler plusieurs énergies pour en créer qu'une seule, plus grande. Donc c'est la fameuse fonction somme, donc qui vient sommer différentes valeurs. Ensuite, tu as la rune d'équilibre qui vient peser plusieurs énergies pour trouver le juste milieu. Donc c'est la fonction moyenne qui vient tout simplement faire la moyenne d'une plage de valeurs. La rune de domination permet de faire ressortir l'énergie la plus puissante. Donc c'est la fameuse fonction max qui vient renvoyer la valeur la plus élevée. Et au contraire, la rune d'humilité permet de révéler la plus petite énergie. Donc c'est la fonction min qui vient récupérer la valeur minimum. Enfin, tu as la rune de compte qui vient, comme son nom l'indique, matérialiser le nombre exact d'objets. Donc c'est la fonction NB comme nombre. Elle vient tout simplement indiquer combien tu as de valeurs sur ta sélection. Alors déjà, la fonction somme, donc égale somme sur ma barre de formule, parenthèse. Et donc là, je peux soit indiquer deux nombres, trois nombres. Donc je vais aller sur mon onglet stock. Si je veux sommer par exemple le prix unitaire de l'amulette de protection, mais aussi de l'anneau de conjuration. Donc là, je vais cliquer sur CTRL plus clic pour sélectionner les deux en même temps. Je vais aussi prendre la clé astrale, donc CTRL plus clic également. Je ferme ma parenthèse, entrée, et donc là, j'ai bien sommé mes trois valeurs. Donc ça, c'est pour des cellules non adjacentes. Sinon, tu as la possibilité directement de sélectionner une plage. Donc là, si je veux sélectionner ces valeurs-là uniquement. Donc là, je sélectionne juste avec un clic gauche. Donc je fais appel à l'onglet stock et à la plage de valeurs C3 jusqu'à C11. La case C3, c'est la première ligne de ma sélection et C11, c'est la dernière ligne de ma sélection. Donc les deux points représentent justement la sélection entre la cellule C3 et C11. Je ferme ma parenthèse, entrée, et là j'ai bien fait la somme de toutes mes valeurs entre C3 et C11. Si maintenant je veux sommer l'ensemble d'une colonne, donc pareil, je vais écrire somme, entre parenthèses. Donc là, je vais sur la première case de ma colonne en question, donc après les en-têtes évidemment. Donc là, c'est ma case D3. Et donc là, sur mon clavier, je vais appuyer sur les touches CTRL plus Maj plus flèche du bas.
Et là, j'étends ma sélection jusqu'en bas du tableau, donc jusqu'à la dernière case non vide. Et on voit qu'au niveau de la dénomination, c'est stock préunitaire. Donc là, ça m'a rappelé le nom de la colonne. Donc c'est d'autant plus lisible parce que ici, c'est pas forcément très parlant d'avoir D3, D15, on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Alors que là, directement, bah, je sais qu'il s'agit du prix unitaire. On fait directement appel au nom de la colonne. Donc c'est un avantage. En plus, si jamais je rajoute des lignes, je vais rajouter des produits, eh bien, ma formule ici, elle va se mettre automatiquement à jour parce que je fais appel au nom de colonne, sous-entendu à l'entièreté de ce qu'il y a sur la colonne. Si maintenant je veux faire un calcul de moyenne, donc c'est la même chose sauf que j'utilise la fonction moyenne. Là, c'est le même principe. Soit j'ai la possibilité de prendre plusieurs nombres que je sépare d'un point virgule, donc point virgule que je peux noter à la main, ou alors je fais directement un contrôle plus clic à chaque fois. Voilà, là par exemple j'en ai sélectionné 3, donc j'ai fait la moyenne de ces 3 valeurs. Ça ne tombe pas juste, ça tombe pas sur un nombre entier. Donc si tu veux convertir en nombre entier, donc tu as soit la possibilité d'utiliser le séparateur de milliers et d'enlever les chiffres après la virgule. Voilà, donc là il va arrondir à 248. Mais ça, c'est uniquement au niveau de l'affichage, parce que le nombre qui est indiqué ici, c'est toujours 248,33333, etc. Donc sinon, tu as la possibilité d'utiliser la formule arrondie. Donc je sélectionne ma case D3, point virgule, le nombre de chiffres après la virgule que je souhaite. Donc si c'est 2, si je veux uniquement afficher 33, je mets 2. Et si je veux arrondir à l'entier, le plus proche, je vais mettre 0. Je veux 0 chiffre après la virgule. Donc je ferme la parenthèse, entrée, et donc là j'ai bien 248 qui s'est affiché. On peut enlever les chiffres après la virgule. Donc ça c'était pour la petite parenthèse arrondie, qui peut être quand même plutôt utile. Donc la moyenne sur plusieurs cellules non adjacentes. Sur une plage de cellules, c'est la même chose que pour la somme. On a les 2 points entre la valeur de début et la valeur de fin. Et plus globalement, si on veut la moyenne sur l'ensemble d'une plage, par exemple la moyenne des prix unitaires, donc pareil, contrôle maj, flèche du bas, et voilà, là j'ai les prix unitaires. Si je veux directement arrondir à l'entier le plus proche, donc là je peux aussi me permettre de modifier la formule actuelle pour ne pas avoir une étape de calcul en plus, mais directement faire l'arrondi dans cette formule-là. Donc arrondi, ça c'est ma moyenne, mais non arrondi. Donc là je vais point virgule, nombre de chiffres, 0 si je veux, pas de chiffre après la virgule. Pour les valeurs max et min, c'est exactement le même principe. Tu peux prendre des valeurs non adjacentes, tu peux prendre des sélections, tu peux prendre une colonne en entier, il n'y a pas trop de règles. Donc, si on veut prendre la valeur max de ma colonne prix unitaire, c'est la même chose. Donc là, sachant que je peux aussi directement faire un copier-coller et enlever le max et remplacer par min, ça marche aussi. Donc ici, la valeur minimum, c'est 8 € l'unité. Le max, c'est 900 € l'unité, avec une moyenne de 180 et une somme de 17 503. Il faut aussi savoir que tu as la possibilité d'avoir des données de moyenne, de somme, d'afficher automatiquement sur la barre d'état en bas à droite. C'est dans le cas où tu sélectionnes tes valeurs en question que tu veux sommer ou faire la moyenne. Par exemple, si je sélectionne mon prix unitaire, ah bah voilà, je vois que j'ai ma moyenne d'affiché, 180 €. J'ai aussi mon nombre de valeurs qui est affiché, donc c'est NB, 97, et ma somme, 17 503 €. Donc on retrouve nos valeurs de tout à l'heure. Donc ça peut être pratique si tu as besoin d'une information rapidement, sans forcément avoir besoin de la graver dans le marbre avec une formule. Et donc pour le nombre, si tu veux le nombre de valeurs, bah, tu utilises la fonction nombre. Même principe, donc c'est NB, entre parenthèses, les cellules en question qui contiennent des nombres. Donc le prix unitaire, ça ira très bien. Donc là, tu as bien 97 qui s'affiche. Il faut savoir que si jamais tu voulais compter le nombre de valeurs, mais ces valeurs en question-là, ce ne sont pas des chiffres ou des nombres, il faut utiliser plutôt la fonction NBVAL. NBVAL, qui vient sommer le nombre de cellules. Donc là, par exemple, si c'est le nombre de produits que l'on souhaite, donc je vais sélectionner ma colonne produits. Je ferme ma parenthèse et voilà, je retrouve 97. Donc là, ça vient uniquement prendre les cellules qui sont non vides. Si tu as des cellules vides, elle ne va pas être comptée. Un des avantages du tableau structuré, c'est de pouvoir aussi afficher une ligne de totaux, c'est-à-dire d'avoir
ta somme, par exemple, de tes poids, de tes prix, affichée sur la dernière ligne de ton tableau. Donc pour ça, tu peux cliquer sur une des cellules de ton tableau, peu importe laquelle, puis tu vas sur ton ruban sur création de tableau, et là tu as ligne totale que tu peux cocher. Donc là, tu pourras voir que sur ta dernière ligne, contrôle plus flèche du bas, tu obtiens une ligne de totaux avec uniquement la dernière colonne qui est complétée avec la somme qui est écrit sous total 109. Mais cette option-là, si on regarde avec la petite flèche, c'est bien la somme. Donc j'ai aussi la possibilité de mettre le minimum, le maximum, le nombre, la moyenne, ce qu'on a vu tout à l'heure. Même d'autres choses comme l'écart type. C'est tout à fait possible aussi, hein. Si je veux la moyenne, par exemple. La moyenne du poids total, c'est 10 501 grammes. Donc là, il me l'a affiché que sur la dernière colonne. Tu peux aussi afficher le total de tes autres colonnes, soit en cliquant ici, en cliquant sur somme, soit en faisant directement un petit clic gauche sur le petit icône de défilement en bas à droite de ta case et t'étires sur les cases de gauche. On va s'arrêter à la quantité. Donc là, il m'a fait la somme de partout. Par contre, il m'a laissé des euros. Il m'a laissé la même mise en forme. Donc soit je modifie ici pour ne recopier les valeurs sans la mise en forme. Donc soit directement, je recopie la mise en forme des lignes précédentes. Ce sera mieux parce que là, du coup, il m'a mis aucune mise en forme. Donc je sélectionne une des lignes, puis je vais dans Accueil, reproduire la mise en forme, donc le fameux pinceau, et je clique ici pour reproduire la mise en forme. Et donc là, tu as bien la somme de tes colonnes respectives sur ta ligne 100 totale. Ici, c'est la somme. Tu peux choisir, comme on a vu, la moyenne, le max ou autre chose. Et l'avantage ici, c'est que si tu appliques un filtre sur ton tableau, cette somme va se mettre à jour en fonction de ton filtre, en fonction de ce que tu as affiché uniquement. Donc par exemple, si tu filtres sur, allez, sur deux produits, les deux premiers, tu vois que tes totaux se sont mis à jour en fonction de ce que tu as affiché. Donc ça peut être plutôt pratique. Allez, maintenant on va parler de tout ce qui est référence relative, absolue et mixte. Donc là, j'ai une valeur A1 qui est égale à 5 par exemple. Si je veux créer une formule qui fait appel à cette valeur, je vais faire égal à A1. Là, c'est ce qu'on appelle une référence relative. Pourquoi? Bah, parce que quand je vais dérouler cette formule, que ce soit en ligne ou en colonne par exemple, je vais avoir des zéros qui s'affichent parce que ma formule se met à jour. Donc si ici j'étais en A1, alors la ligne d'après, je serais en A2. Pareil, si là ici je suis en A1, alors sur la colonne d'après, je suis en B1. Et évidemment, j'ai des zéros qui s'affichent parce que j'ai ma ligne qui est vide et ma colonne qui est vide à part cette case A1 qui est égale à 5. Mais par contre, on a la possibilité de figer en ligne ou en colonne, donc d'avoir ce qu'on appelle une référence mixte. Par exemple, on peut figer sur une colonne. Donc de se dire, bon, bah, je veux rester sur ma colonne A, donc je ne vais pas aller sur ma colonne B, etc. Donc pour ça, il y a le dollar à gauche de la lettre A qui permet de figer sur ma colonne A. Et donc quand je fige sur ma colonne A, quand je vais dérouler ma formule, que ce soit ici ou ici, bah, je ne vais pas voir la même chose. Donc ici, j'ai déroulé sur mes colonnes et ça m'a figé du coup la colonne A. Sur celle-ci, j'ai figé ma colonne mais pas ma ligne. Donc là, ma formule va se décaler pour chaque ligne. Mais il y a la possibilité d'aller plus loin, de figer complètement la valeur. Et pour ça, tu l'auras compris, c'est avec un dollar à droite et à gauche. Donc les dollars de part et d'autre du A, ça va complètement me figer ma valeur appelée. C'est ce qu'on appelle une référence absolue. Donc là, si je décale ici et ici, j'ai bien le A1 qui reste tel quel, avec les dollars. J'obtiens bien 5 de partout. Évidemment, si je mets un dollar juste à droite, mais pas à gauche, ça voudra dire que ça fige les lignes. Donc là, si je déroule ma formule ici, eh bien ma ligne elle est figée, donc je vais rester en A1, donc je vais bien avoir un 5 qui s'affiche. Par contre, si je déroule ma formule en colonne, j'ai des zéros qui vont s'afficher, parce que je n'ai pas figé en colonne. Donc c'est vrai qu'en général, quand on a une valeur, un coffre gravé dans le marbre que l'on veut vraiment figer, on va utiliser des dollars de part et d'autre. Mais on va voir que figer soit la ligne, soit la colonne, ça peut être utile aussi.
Petite astuce qui fait gagner pas mal de temps, à la place d'à chaque fois noter les dollars à la main, tu as la possibilité d'utiliser le raccourci clavier F4. Donc là, par exemple, si je veux figer complètement, j'appuie sur F4. Si je me suis trompé, que je veux figer par exemple que les colonnes, je peux appuyer sur F4 autant de fois qu'il le faut. Puis même si je me suis trompé, je veux pas figer du tout, je peux revenir aussi en arrière en appuyant sur F4 à nouveau. Donc voilà, et le réflexe d'utiliser F4, c'est plutôt pratique. Petit exemple avec un taux de TVA qu'on va indiquer ici dans notre onglet paramètres qu'on vient de créer. On va mettre un taux de TVA à 20% tout simplement. Et on revient sur notre tableau stock, sur notre onglet stock. Et là, on vient calculer le prix TTC. Donc, prix total TTC égal au prix total fois 20%. 20% c'est pas mal, mais il faut quand même que j'en rajoute 1, donc 100%. Sinon, je vais juste calculer la TVA. Donc là, je veux le prix complet. Donc 20% plus 100% égale 120%. Entrée. Et là, bah, pour le premier, ça fonctionnait. Par contre, pour tous ceux d'après, on voit que j'ai exactement le même résultat que mon prix total. Il ne m'a pas pris en compte la TVA. Pourquoi? Bah, parce que mon paramètre B3, il devient paramètre B4, B5, etc. Parce que je n'ai pas figé mon taux de TVA. Donc pour ça, bah, il faut que je mette les dollars. F4, entrée. Et là, on est bon de partout. Notre formule s'est bien adaptée sur toutes nos lignes. Alors maintenant, on va voir tout ce qui est figé, soit les lignes, soit les colonnes. Et ce sera plus parlant de le faire sur un tableau non structuré d'abord. On va déjà convertir ce tableau-là en tableau non structuré. Donc je vais dans création de tableau, puis convertir en plage. OK. Ouais, allez, je vais créer des colonnes de vente en janvier, en février et en mars. Avec un objectif de vente par mois. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un objectif de tout vendre en 3 mois. Donc on va dire 20% en janvier, 30% en février et 50% en mars. Donc si par exemple on veut la vente totale TTC sur le mois de janvier, donc on va faire la case H3 fois la case I1. Donc là, étant donné que je ne suis plus en tableau structuré, pour dérouler la formule, bah, il faut que je double-clique. Ah, ben là ça marche pas parce que je n'ai pas figé mes valeurs. Et c'est le I1 qui pose problème, le I1 qui devient I2, etc. Donc là, tu pourrais tout simplement figer complètement la case I1, ça marchera très bien. Après, tu redouble-cliques ici pour dérouler. Donc là, on voit que tout est nickel. Par contre, après, si tu veux appliquer la même formule sur les 2 autres colonnes, tu peux être un peu embêté parce que si tu fais ça, eh ben, on a un problème. Tu conserves le pourcentage du mois de janvier et en plus de ça, à la place de prendre le prix total, TTC, tu prends la colonne juste avant, donc la vente de janvier. Donc ça, c'est parce qu'on a un peu mal figé nos références. Donc là, il faut comprendre que le I1, en fait, il faut pas le figer complètement. Il faut plutôt figer uniquement, bah, la ligne. C'est la ligne que l'on veut figer, mais pas la colonne. Parce que, quand je veux passer de la colonne I à la colonne J, je veux passer de 20 à 30. Je veux que ça se déplace. Donc il faut que je «défige» entre guillemets ma colonne. Donc la colonne, c'est le dollar qui est juste avant. Donc je l'enlève. Donc là, on voit que si je déroule, je suis bien passé à J1 qui est 30 et là, K1 qui est 50. Et là, si je déroule aussi les formules, on est bien resté à J1 et là, on est bien resté à K1. Par contre, j'ai toujours ce problème de j'ai plus pris le prix total, mais la colonne juste avant. Parce que là, je n'ai pas figé la colonne. J'ai pas figé la colonne de ma case H3. H3 qui fait référence au prix total. Donc là, le dollar, il n'est pas après le H, mais avant, parce qu'on fige uniquement la colonne et non la ligne. J'ajoute un petit dollar, donc là, je l'ai mis à la main, mais tu peux très bien utiliser le F4 autant de fois qu'il le faut pour afficher la bonne configuration de référence. Donc avec cette référence-là, tu peux te permettre de dérouler ta formule en ligne et en colonne. Donc là, par exemple, si je le fais sur mes 2 autres colonnes, puis je double-clique, ça va aller jusqu'au bout. On peut vérifier sur une case au hasard, par exemple celle-ci. J'ai bien pris la case H11 et la case J1, 30. Là, ça a bien fonctionné. Si je prends par exemple cette case-là, j'ai bien la case H5, donc le prix total, et la case K1, donc le pourcentage de vente.
Donc tu peux voir un peu mieux maintenant comment fonctionnent ces histoires de dollars. Donc là, je t'ai parlé vraiment de tableaux non structurés, parce qu'on va voir quel pourrait être le problème dans un tableau structuré, même si c'en est pas vraiment un. Donc je vais supprimer ces valeurs-là et je vais convertir ce tableau-là en tableau structuré. Alors là, j'ai fait une petite erreur parce que mon contrôle L, il m'a détecté qu'il fallait prendre la première ligne en tant que nom d'en-tête, ce qui est pas bon. Donc je vais faire un petit contrôle Z. Je vais aller forcer mon tableau. Là, je vais exceptionnellement, étant donné que j'ai pris un peu des libertés, j'ai rajouté des petites valeurs, je vais sélectionner mon tableau que je souhaite. Et là, je vais aller donc faire CTRL L, hein, et j'ai bien coché mon tableau comporte des en-têtes parce que cette ligne 2, c'est les en-têtes. Parfait. Donc là, même chose. Donc je vais faire égal à H2 fois I1. Donc là, c'est pas bon parce que j'ai pas figé I1. Donc je fige la ligne. Par contre, prix total, ah bah là, un peu compliqué parce qu'il me le met du coup sous ce format-là. Et là, si je décale, ben, on voit que bah, malheureusement, on retrouve le problème de tout à l'heure. Petite astuce pour ça. Donc j'ai bien figé le I1, par contre important. Mais sinon, tu peux tout simplement copier-coller la formule à la place de dérouler. Parce que dérouler, ça va te décaler tout. Alors que copier-coller, ça va te laisser tel quel ta case appelée. Donc ça, c'est une petite astuce qui est pas forcément connue, mais il est important de comprendre la différence entre le déroulé et le copier-coller. Le copier-coller va avoir tendance à un peu plus conserver ta formule. Après, tu étais quand même obligé de figer ta case I1. Si tu le faisais pas, c'était pas bon. Donc voilà, tu as cette astuce-là. Donc ça peut être un peu risqué, donc si vraiment tu veux que ta formule elle soit safe, qu'elle ait jamais, d'erreur potentielle, il y a une possibilité de figer avec, cette dénomination de cellules qui est particulière, hein. L'option un peu contournée, ça va être de directement noter à la main, par exemple, ma case, H3 et de mettre le dollar où il faut, donc avant le H. Ça marche bien et du coup, si je déroule, ma formule, ça fonctionne bien. Mais sinon, donc si jamais tu as une possibilité quand même de garder, cette dénomination qui est quand même plutôt parlante, il faut rajouter 2 points et à nouveau le prix total TTC, donc on le met en double. Donc voilà, c'est quelque chose à retenir, hein, c'est pas quelque chose, de forcément évident, mais si juste tu rajoutes 2 points et tu copies-colles le nom de la colonne avec les crochets, tout en laissant le arrobase au début, si tu fais entrer, puis que tu déroules, eh bien ça vient figer complètement ta colonne. Donc là, tu vois bien que j'ai pas de problème, tout s'est bien déroulé comme prévu. Donc là, c'est une version un peu plus propre, on va dire, qui te permet de figer tes colonnes facilement sur un tableau structuré. Bon là, il m'a fait appel au tableau 4, donc déjà je vois que c'est pas terrible, il vaut mieux le nommer ton tableau, un petit rappel, donc je vais l'appeler stock. Donc pour récapituler ces histoires de références relatives, absolues, mixtes, donc pour figer les cellules, tu mets les dollars de part et d'autre de ta colonne appelée. Donc tu peux obtenir cela directement, soit en notant les dollars, soit en appuyant sur F4 sur ton clavier. Et là, je t'ai aussi montré la dénomination pour les tableaux structurés. Pour figer les lignes, ou plutôt pour figer la ligne, donc la ligne 1, donc tu mets le dollar juste après ta lettre. Pour figer la colonne, donc la colonne A, tu mets ton dollar juste avant la colonne. Donc pas de panique si tu ne sais plus s'il faut figer la ligne à gauche ou à droite du A, pareil pour la colonne. Tu peux tester et si tu vois que ça va pas marcher, c'est qu'il faut faire l'inverse. Le petit moyen mémotechnique que je vois à la limite, c'est, eh bien, pour figer la ligne, donc le 1, bah, le dollar, il est à côté du 1. Sous-entendu, il vient figer la ligne, donc le 1. Alors que pour la colonne, il est à gauche du A, donc il touche pas du tout le 1. Donc pour ça, il faut vraiment avoir conscience que la lettre, le A, ça correspond à la colonne et le 1, ça correspond aux lignes. Enfin voilà, ne t'inquiète pas si pour toi, c'est pas évident. C'est vrai que les dollars de part et d'autre, ça c'est quelque chose d'assez simple, mais dès qu'il faut savoir si c'est les lignes ou les colonnes qu'il faut figer, c'est normal que ça te demande un peu plus de réflexion. Mais n'hésite pas à tester et après tu corriges, si c'était pas la bonne chose. Super, maintenant tu sais comment organiser et calculer proprement dans Excel. Pour accéder aux fichiers d'entraînement et donc à la formation gratuite, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description. Et sinon, tu peux accéder au module 3 ici pour transformer tes chiffres en graphiques clairs et lisibles.